Et si, finalement, on n'arrivait pas à s'en débarrasser? Si son plan, c'était de rester, de lui-même ou par l'intermédiaire d'un autre, ou pour revenir en 2032, il y a tout un tas de plans qui sont en train d'être échafaudés par l'Élysée. Ils sont dramatiques. Comment est-ce qu'on l'arrête? Comment est-ce qu'on stoppe ce bonhomme? Comment est-ce qu'on le stoppe? On regarde ça tout de suite. Et évidemment, je vais vous demander, je vais vous remercier, comme à chaque fois, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, hein, ça coûte rien, c'est un petit clic juste en dessous là, de l'écran, s'abonner, vous cliquez dessus, vous êtes abonné, c'est tout. Ensuite, likez, le petit pouce en l'air pour donner du boost à la vidéo. Il y a aussi la fonction boost, ça tombe bien, qui est disponible dans la description. Si c'est pas le cas, bah tant pis, mais normalement, ça doit être disponible. Et enfin, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à votre famille, on y retourne. On va écouter Florian Philippot en parler. Alors qu'est-ce qu'il nous réserve finalement? Bonjour à tous, de sacrées informations viennent de sortir sur ce que mijote vraiment Macron, et je dirais même le couple Macron, car chacun a son rôle, vous allez voir, pour 2027 et 2032. Le président de la République a bien une idée en tête, dont il se garde bien de faire mention publiquement. Mais elle peine à émerger. Cette idée s'appelle Jean Castex, l'actuel patron de la SNCF, et son ancien Premier ministre. Emmanuel Macron cultive une entente privilégiée avec son ancien chef de gouvernement aux antipodes des relations exécrables qu'il a entretenues avec ses autres premiers ministres. Il faudrait que Jean sorte du bois, a glissé le chef de l'État à l'un de ses interlocuteurs réguliers, il y a quelques semaines. Les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis. Castex, il attend qu'on l'appelle comme un sauveur. Et le président le sait, confie un proche du chef de l'État. Je rappelle quand même que Jean Castex, donc SNCF, avant c'était la RATP, et donc il a été Premier ministre. C'est le Premier ministre emblématique du Covid. Il y a eu un peu Édouard Philippe avant, mais enfin, l'essentiel du temps, c'était lui. Notamment, c'est le Premier ministre du pass sanitaire. C'est le Premier ministre du pass vaccinal. C'est le Premier ministre du deuxième confinement. C'est le Premier ministre des suspendus. C'est ça, Jean Castex. Oui, et c'est surtout le Premier ministre le moins charismatique de l'histoire du monde. Alors, est-ce que, après cet intermède, Macron voudrait revenir en 2032? Toujours dans cette enquête France Info du 15 avril, on voit que oui. Je cite, quand il quittera le palais d'Élysée, Emmanuel Macron n'aura que 49 ans. Que fera-t-il alors? Je pense qu'il créera quelque chose, une boîte à lui, imagine François Patria. Il va nous surprendre et ne pas faire un truc classique d'ancien président, par exemple monter une asso ou devenir prof, conjecture Pierre Cazeneuve. Si l'avenir professionnel d'Emmanuel Macron reste flou, beaucoup en sont persuadés, il n'abandonnera pas la politique. Alors forcément, les macronistes pur jus ne peuvent s'empêcher de rêver un comeback pour la présidentielle suivante. J'y pense tous les jours à 2032. Quand on sera en 2027, 5 ans, c'est demain matin. Sourit une figure de la Macronie. C'est même devenu une boutade chez François Patria. Dès qu'il quittera l'Elysée, je mettrai un hashtag Macron 2032, pas moi. Mais que fera-t-il pendant ce quinquennat 2027-2032? Là, il faut aller dans une enquête faite par la Dépêche, qui est sortie ce 12 avril, qui a enquêté. 5 ans pour, je cite, la préparation de son retour, avec là aussi un scénario Castex. Et, je cite, seconde hypothèse, la gestion de l'absence avec l'idée d'un retrait relatif, d'une période de silence, peu d'intervention, pas d'opposition frontale au successeur, quel qu'il soit, mais un maintien des réseaux et peut-être l'envoi de quelques cartes postales, la rédaction d'un livre de mémoire, l'organisation de conférences. Dans cette logique, certains imaginent même un scénario à la Medvedev ou un fidèle, Jean Castex, pourrait assurer la transition politique avant un retour, à condition que celui-ci emporte la présidentielle de 2027. Avec possibilité quand même d'un rôle actif, par exemple à la tête de la Commission européenne, toujours dans cette enquête. Je cite, autre possibilité de reconversion, l'international, où Macron bénéficie de bien plus de crédit que dans l'Hexagone. Enfin, en tout cas, ça c'est ce que rêve la Dépêche, parce que c'est pas non plus totalement évident, au contraire. Notamment depuis la guerre en Ukraine et celle en Iran. La présidence de la Commission européenne est citée, au même titre que les fonctions de médiation, des engagements dans des cadres multilatéraux, à l'image de ce que font d'anciens présidents américains, Clinton, Obama. L'objectif serait de conserver un niveau de responsabilité élevé. Alors pour cela, il verrouille l'État, mais comme jamais. C'est pas le premier président par les nominations à verrouiller l'État, non, oui. Mais lui, c'est comme jamais. Vous savez que on ne sait même pas combien de hauts responsables, par décret, le président de la République nomme en France. D'après les estimations, c'est entre 5 et 10 000, du simple au double quand même. C'est beaucoup dans tous les cas. C'est un très grand pouvoir, le pouvoir de nomination. Il y a eu une enquête du Journal du Dimanche, sortie ce 15 avril. Le titre, La République des copains, comment Emmanuel Macron
verrouille l'État avant 2027, avec une frénésie inédite de nomination. Je cite. Le pouvoir de nomination est consubstantiel à la fonction. Une différence est régulièrement soulignée en coulisses. Macron aime cela. Il reçoit personnellement les candidats pour les postes les plus stratégiques, auditionne, interroge, tranche. Là où ses prédécesseurs validaient souvent des dossiers préparés en amont, lui s'implique, au point de faire durer le suspense en arbitrant tardivement. Un visiteur du soir résume. Les réformes peuvent être bloquées, les nominations en revanche, ça ne s'arrête jamais. Ce qui singularise la séquence actuelle, c'est l'intensité avec laquelle cette prérogative est mobilisée à l'approche de la présidentielle. Émilie Piette, secrétaire générale adjointe de la présidence, a ainsi été nommée présidente du directoire de RTE. Constance Bensussan, qui occupait le même niveau de responsabilité sur les dossiers sociaux à l'Élysée, a pris la direction de la Caisse nationale des allocations familiales. Anne-Claire Legendre, conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient, a été propulsée à l'Institut du monde arabe après le départ de Jack Lang. À chaque fois, le pouvoir se défend du moindre favoritisme, en invoquant la compétence et l'expérience. L'argument n'est pas absurde, mais il ne suffit pas à dissiper le soupçon. Il prépare évidemment 2032, Ça en fera du monde à virer. je cite un autre extrait. Pour ses opposants, la manœuvre organise une forme de résistance à l'alternance, une stratégie démentie par ses soutiens, pour qui tout cela relève d'un usage classique des prérogatives présidentielles. À partir de quand le président ne serait plus à même de nommer, interroge un conseiller du palais. Libre au candidat 2027 de proposer une révision constitutionnelle. En attendant, en arrière-plan, certains stratèges du camp présidentiel évoquent à voix basse l'hypothèse 2032. Car si la Constitution interdit un troisième mandat consécutif, elle ne proscrit pas formellement un retour après une interruption. Consolider des relais durables au sein de l'appareil d'État est une manière comme une autre de préparer l'avenir. C'est surtout une tentative de ne pas le subir. On rappelle que ces nominations les plus emblématiques concernent aussi ces derniers mois. Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel jusqu'en 2034. C'est un mandat de 9 ans. Oui. Mais là, ça a été possible que grâce au RN, qui a laissé passer. Honte, il pouvait bloquer. Honte au RN. Banque de France, Cour des comptes. Bon. Et possiblement, peut-être même qu'il resterait en 2027. Ça, c'est l'autre branche des scénarios actuels. Ses proches, en tout cas, le disent haut et fort et en rêve. On revient à l'enquête de France Info ce 15 avril, je cite « Comme aux États-Unis, la Constitution française empêche Macron de concourir pour un troisième mandat. Une règle relativement récente, datant de la révision constitutionnelle de 2008, voulue par Sarkozy, qui divise la macroniste. J'aurais aimé qu'il se représente. Je regrette qu'on mette des limites constitutionnelles, c'est aux électeurs de choisir. » Confie le député EPR, Pierre-Alexandre Anglade, dans les travées du Palais Bourbon. À titre personnel, je préfère que ce soit lui le candidat car il est nettement au-dessus de la mêlée, observe François Patria, même si le macroniste est bien conscient que son champion ne termine pas ce second mandat dans les meilleures conditions. Proche du couple Macron, la ministre déléguée à la formation professionnelle Sabrina Roubache dit ne pas regretter la limitation des mandats, mais est persuadée que les Français regretteront Emmanuel Macron. Je suis moins sûr de ça. En tous les cas, ils n'ont pas lâché le morceau totalement. Et vous savez, on est encore à plus d'un an du scrutin. J'ai fait une vidéo récente sur cette chaîne, allez la voir après si vous ne l'avez pas vue, sur la création à côté de l'état d'urgence, de l'état de siège, d'un nouvel état d'alerte de sécurité nationale par la loi de programmation militaire. Plus souple, parce que avant le vote de n'importe quelle loi, ça peut durer 2 mois par simple décret, alors que les états actuels, c'est simplement 12 jours. Là, c'est 60 jours. Pourquoi fait-il ça? Est-ce que les guerres, comment vont évoluer les guerres? Ukraine, Moyen-Orient. Est-ce que à un moment, il ne pourrait pas être tenté que ça évolue d'une telle manière que ça lui permette de nous faire une Zelensky. Comment se fait-il que tout récemment, on a fait une vidéo aussi là-dessus, le président du Conseil constitutionnel, son meilleur ami Richard Ferrand, ait limogé sa numéro 2, un truc qui ne se fait jamais, parce qu'elle était trop rebelle par rapport au gouvernement. Pour toutes ces raisons, on est légitime à douter, à s'interroger, parce qu'on connaît la Macronie. En tout cas, le rôle de Brigitte Macron s'affirme et se précise dans cette répartition des rôles. Son rôle, ce sera la victimisation par les procès, pour porter un programme de censure et de cadenassage des réseaux sociaux au nom de la lutte contre le cyberharcèlement. Et ces procès en France, dans l'affaire Brigitte, et aux États-Unis, dans cet extravagant procès que portent les Macron contre Candace Owens, avec l'échéance importante du 24 avril puis en mai, c'est à ce rôle-là, ces procès ont ce rôle-là, de victimiser pour qu'ensuite Brigitte Macron, dans son rôle, porte cet injada au nom de la lutte contre le cyberharcèlement, de censure. Et il y a un reportage, une chronique de commande forcément sur RTL ce 13 avril. Alors justement, c'était le jour de l'anniversaire de Brigitte. C'était comme un cadeau qu'on lui faisait sur RTL. Le titre, Brigitte Macron, sa guerre contre le cyberharcèlement. Une chronique ultra complaisante, vous pouvez aller l'écouter, elle dure assez longtemps, pour expliquer que ce sera son rôle et son combat, ce sera la censure. Je cite ce qu'ils disent à l'antenne. Brigitte Macron a fait du harcèlement l'un de ses combats. Elle veut montrer l'exemple.
Et surtout, elle sait, elle, de quoi elle parle. Le jour de son anniversaire, joli cadeau, mais c'est ça son rôle majeur. Je suis victime, il y a des victimes, on doit donc vous censurer, vous museler. Ce qui est totalement compatible et cohérent avec un agenda à côté de captation, de maintien ou de reprise du pouvoir par son époux. Alors, on va résumer les 3 points clés de cette intervention et du plan des Macron pour rester en poste au pouvoir. Le premier, c'est 2032, où il cherche encore le meilleur cheval pour le représenter, une sorte de Medvedev, pour patienter jusqu'à 2032 et revenir. On l'a vu ici, la Constitution le permet a priori. Mais il y a aussi l'hypothèse 2027, où Brigitte Macron jouerait un rôle évidemment, et où ils n'ont pas abandonné cette hypothèse, où la nécessité de rester en poste se ferait sentir si les guerres venaient à évoluer comme par magie. En quelque sorte, une prérogative Zelensky. Puis le rôle, pour ce qui est du 3e volet de cette intervention, le rôle de Brigitte Macron, qui est essentiel, hein, même si on ne le dirait pas comme ça, il est essentiel dans une réélection ou dans une poursuite de l'activité de Macron, puisque son rôle, ça va être la censure, de faire déposer des textes de loi qui viseraient à censurer bien évidemment les réseaux sociaux et nous empêcheraient de nous exprimer sur la question des Macron, mais également les chaînes de télé, où là, toutes les chaînes dissidentes seraient censurées quasiment immédiatement, et celles qui ne permettraient pas un message positif pour les Macron se verraient également censurées. L'avenir n'est pas rose en France, on le sait, et ça va être de plus en plus dur. C'est pour ça qu'il faut absolument véhiculer ce propos, partager cette information, les vidéos. Mettez des likes sous les vidéos pour que l'information soit absolument relayée. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est combatif. On n'est pas résigné. Soyez heureux, faites des enfants, on se dit à la prochaine.